Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition de la mi-journée sur Alizé. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition ce samedi 21 mai. Ce midi, notre invitée est la pianiste Lydia Jardon, présidente du festival Musicienne en Guadeloupe qui se déroule jusqu'à ce mercredi dans 4 communes de Guadeloupe. On la retrouvera tout à l'heure. Accident spectaculaire ce matin tôt aux routes de Perrin aux Abîmes, comme vous pourrez le voir sur ces images prises par Muriel Barlagne. Le véhicule de cet automobiliste s'est retrouvé les 4 fers en l'air au milieu de la chaussée. Blessé à la main, le conducteur âgé de 42 ans a été acheminé au centre hospitalier Pointe-à-Pitre Abîmes par les sapeurs-pompiers. Ces blessures ne seraient pas importantes et les circonstances exactes de cet accident n'étaient pas encore déterminées. Un nouvel accident qui est l'occasion pour nous de vous inviter à la plus grande prudence sur les routes et singulièrement en direction des usagers vulnérables que sont les cyclomotoristes, les cyclistes et les piétons. Pour la 3e année consécutive, le Comité international des peuples noirs, le CIPN, organise la Grande Marche de mai 1802 sur les traces d'Ignace et de ses compagnons de lutte. Une marche de plus de 60 km entre le fort d'Elgrès à Basse-Terre et la statue du chef de bataillon Joseph Ignace aux Abîmes. Encerclé par les troupes de Richepense, Ignace parvient à quitter Basse-Terre le 22 mai 1802 pour gagner les Abîmes. C'est dans cette commune, dans les hauteurs de Bainbridge, que Joseph Ignace et ses hommes seront assiégés par les troupes de l'armée française et décideront de se donner la mort. C'est cette page de l'histoire de la Guadeloupe qui sera commémorée à travers cette grande marche organisée ce soir, à laquelle s'associe Nouvelle Âme Mornalienne ainsi que les associations Ticano et Agir Citoyen. Reportage Muriel Barlagne. Ils se sont battus pour la liberté en 1802. Le CIPN et plusieurs associations ont décidé de marcher sur leurs traces. Depuis 3 ans, ils organisent une grande marche pour se remettre en symbiose avec les ancêtres, mieux comprendre leur démarche et leur rendre hommage. Nous partirons du fort d'Elgrès ce soir à 18h. Précise, et nous marcherons toute la nuit jusqu'à arriver à la statue d'Ignace demain matin. Alors il faut savoir quand même que nous sommes en collaboration avec d'autres associations. Donc nous avons NAM de Mornalo, nous avons Agir en Citoyen de Petit-Bout, nous avons Pomme Rose de Capester, Ticano du Gosier, les Amis de la Santé, les Marcheurs de l'Aube, donc vous voyez, et d'autres encore associations. Donc nous marcherons avec toutes ces personnes-là pour rendre hommage à nos ancêtres, comme je le disais. Entre 1794 et 1802, l'esclavage avait été aboli en Guadeloupe. Difficile alors pour les anciens esclaves d'accepter un retour en arrière sans réagir, d'où la guerre de Guadeloupe qui éclate au mois de mai. En 1801, Napoléon a décidé de rétablir l'esclavage. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un certain nombre de manifestations. Et donc, en mai 1802, plus précisément, les troupes de Richepense arrivent et vont commencer. Et la guerre de Guadeloupe va être déclarée à partir du 10 mai 1802. La guerre de Guadeloupe va être déclarée et va trouver son apogée avec le 28 mai, avec l'explosion d'Elgrès au Matouba avec ses compagnons, et notamment le 25 mai avec le suicide de Ignace également à Bainbridge. Vivre libre ou mourir, tel était leur credo. Près de 200 personnes viendront leur rendre hommage avec cette marche symbolique. C'est week-end de fête au Lamentin et son dévoué maire Jocelyn Sapotig en a profité pour ouvrir les portes de l'espace thermoludique René Toribio de Ravenshoe à ses administrés durant toute cette journée de samedi. Après 10 ans de fermeture, ce lieu réputé sera de nouveau bientôt fonctionnel et en avant-première, des privilégiés ont été invités à découvrir les nouvelles installations dès hier au cours d'une soirée inaugurale. Anne-Elisabeth Arsène s'est mêlée à cette foule de privilégiés. Reportage. Tapis rouge, témoignage d'anciens employés, élus et représentants de l'État. C'est en grande pompe
que l'espace thermoludique René Toribio a été inauguré. Ravine Chaude devient ainsi le premier maillon du développement du tourisme thermal en Guadeloupe. C'est un grand bonheur aujourd'hui, un grand bonheur pour Lamentin mais aussi pour la Guadeloupe. Il faut savoir que Ravine Chaude, comme je l'ai dit, c'est le bateau amiral de toute une suite de sources d'eau chaude qui existent en Guadeloupe et nous avons cette capacité de construire un circuit touristique en Guadeloupe à partir des eaux de sources de la Guadeloupe. L'ouverture de Ravine Chaude s'inscrit dans une dynamique des inaugurations initiée par l'équipe municipale. Nous inaugurons Ravine Chaude, mais nous inaugurons aussi un nouveau pôle administratif à Lamentin, un nouveau service, nouvelle direction des services techniques, de nouveaux locaux pour la caisse des écoles et bien sûr nous lançons un nouveau projet de construction d'un complexe sportif. Oui, c'est une municipalité qui est au travail, qui a une expertise financière pour aller chercher les financements là où il y a. L'espace thermoludique René Toribio ouvrira ses portes au mois de juillet, du mardi au dimanche, et proposera de l'aquagym, de l'aquabike, de la natation et des activités de bien-être. Et je vous rappelle que cet espace est ouvert au public durant cette journée de samedi. C'était hier la journée européenne de l'obésité et dans plusieurs établissements de soins de l'archipel, les personnels de santé sensibilisaient leurs patients et le grand public sur les risques liés au surpoids et à l'obésité. Un programme qui s'est également décliné dans certains établissements scolaires de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre sous forme d'animation autour de l'alimentation, également des activités physiques. En Guadeloupe, 31,7% de la population serait en surpoids, selon une étude réalisée en 2010. Certains d'entre eux ont recours aux produits diététiques pour en finir avec les kilos de trop. Mais dans la multitude de produits proposés, comment s'y retrouver? Johan Charpentier-Titi nous propose quelques éclaircissements. Compléments alimentaires, brûleurs de graisse, draineurs, difficile de s'y retrouver lorsque l'on souhaite perdre du poids, tant l'offre est importante. Alors, à quoi servent tous ces produits? Vous avez ce draineur qui est à base de produits naturels, qui agit sur l'élimination, la masse graisseuse, la circulation, la perte de poids, qui peut être pris en complément par ce type de produit, qui agit au niveau du séchage, le dosage extrême, qui est très concentré en L-carnitine, qui est un brûleur de graisse quand on fait une activité sportive. Sur une cure de un mois et demi, la personne peut perdre entre 600 à 1,5 kg de graisse. Toutefois, la prise de ces produits ne saurait suffire. Il ne s'agit là que de compléments qui peuvent être utilisés en accompagnement d'une alimentation saine ainsi que d'une activité physique régulière. Le client, il veut suivre ce régime alimentaire, quand je dis régime alimentaire, cette alimentation équilibrée, alors tout naturellement, il commence à perdre du poids. Donc, on peut accompagner d'un draineur. Alors un draineur, c'est une boisson, un cocktail de plantes qui en général, nous conseillons de mettre dans une bouteille d'eau, donc dans 1 litre et demi d'eau, donc avec des plantes qui agissent sur la masse graisseuse, donc qui aident à perdre. Au siècle de la malbouffe, certains préconisent aussi un retour à une alimentation plus locale. Nous conseillons à la population, aux clients, de manger local. Nous proposons aussi ici tout ce qui est banane verte, tout ce qui est patate douce, giomon, igname, et puis les salades. Et puis ça serait bien aussi que tout un chacun se mette à faire son petit jardin bio. Vous l'aurez compris, pas de miracle avec les produits minceurs. D'autant plus que l'alimentation n'est pas l'unique cause du surpoids ou de l'obésité. Pensez à prendre un avis médical avant d'utiliser ce type de produit. Place maintenant à un tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Guyana où 5 adolescents sont accusés du meurtre d'un professeur d'université. Mais avant, direction Sainte-Lucie où des élections anticipées se préparent pour le mois de juin. C'est votre rendez-vous Caraïbes.
Le docteur Kenny Anthony, Premier ministre de Sainte-Lucie, a décidé de convoquer une élection générale le 6 juin prochain, soit plusieurs mois avant sa date prévisionnelle, pour assurer la paix, la stabilité et le maintien du climat des affaires dans le pays. Il conseille au gouverneur général de dissoudre le Parlement de Sainte-Lucie pour ouvrir la voie à des élections générales anticipées. Normalement, le gouvernement aurait eu jusqu'au 5 avril 2017 pour convoquer des élections générales, mais le Premier ministre Kenny Anthony souhaite que ces élections interviennent juste après le vote de la loi de finances 2016-2017 afin de la mettre en application rapidement et durablement. Kenny Anthony craint que l'opposition, si elle gagnait l'élection générale, ne rabote les mesures fiscales entreprises, ce qui risquerait, selon lui, de plonger le pays vers d'importantes difficultés financières. Le chef de l'opposition, Lennox Linton, a demandé au gouvernement de puiser dans les recettes générées par le programme Citoyenneté économique du pays pour aider le Venezuela en crise. Il précise que l'administration actuelle de Roosevelt Skerrit a souvent décrit Nicolás Maduro comme un bon ami et qu'il est donc temps pour la Dominique de tendre la main à son ami et allié. Lennox Linton informe qu'une enveloppe de 400 000 € pourrait être rapidement débloquée pour le Venezuela, qui a été un bailleur de fonds très important pour la Dominique. Aujourd'hui, le Venezuela est au bord du chaos et ne peut plus faire face à des pénuries de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité. 5 adolescents ont été accusés d'avoir tué un professeur d'université à la retraite. 3 garçons et 2 filles ont comparu devant le magistrat en chef, mais n'ont pas plaidé coupables du meurtre du professeur Parrido-Mars. Ils ont été placés en détention provisoire jusqu'au 14 juin. L'un des accusés, une jeune fille de 15 ans, sera jugé par un tribunal pour enfants alors que ses complices comparaîtront devant la cour pour adultes. Le corps sans vie du professeur Parrido-Mars a été retrouvé à son domicile, ligoté et bâillonné. L'autopsie a révélé que sa mort était due à une strangulation manuelle et de multiples fractures à la tête et au visage. Les voisins auraient vu les adolescents quitter la résidence avec des valises et monter dans une voiture. Quand ils ont été arrêtés, ils auraient avoué le crime. Le professeur Mars était un spécialiste des études africaines à l'université de Wayne State à Détroit, dans l'État de Michigan, aux États-Unis. Il avait souscrit à un programme international d'échange universitaire avec le Ghana. Après cette page Caraïbes, nous allons parler musique, mais nous restons toujours dans la Caraïbe, puisque l'invité que nous avons a également, dans le festival qu'elle présente, invité des artistes de la Caraïbe. Il s'agit de Lydia Jardon. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, je sais pas. Vous êtes pianiste et créatrice du festival, musicienne à Ouessant en Bretagne, mais également présidente du festival. Musicienne de Guadeloupe. Je ne suis pas présidente, il y a un président, puisque c'est une forme associative. Le président est Michel Renette. Et vous êtes donc l'organisatrice, l'instigatrice de ce festival. L'instigatrice, la créatrice de ce festival et la directrice artistique. Alors, l'ouverture du festival avait lieu hier à l'Archipel. Comment s'est passée cette première soirée? Qu'entendez-vous par là? Quelle était l'ambiance? Quel était le public? Accueil fervent du public qui attend ce rendez-vous désormais. Communion, dirais-je, entre les artistes elles-mêmes qui sont sœurs d'âme. Vous savez bien, j'emploie un langage œcuménique. Mais voilà, en fait, pourquoi travaille-t-on tant toute l'année? Peut-être pour... essentiellement pour avoir et vivre quelques secondes de grâce qui peuvent avoir lieu ou pas d'ailleurs. Mais lorsqu'elles ont lieu, comme certains moments hier soir qui nous ont été donnés avec la jeune Loane Pommier, une artiste malvoyante. Il se trouve qu'elle vient d'être, qu'elle est ambassadrice à l'UNESCO, qu'elle est porteuse de beaucoup d'un message très, très magnifique quant aux handicapés. Et cette jeune femme qui a 16 ans, dont la mère est venue avec elle à Paris, me la faire entre guillemets auditionner, c'était un mot un peu pompeux. Or, il n'y a que l'émotion qui me porte. Si moi je suis bouleversée, je sais que ça marchera sur le public. C'était le cas hier, c'était grandiose. C'est ce qui préside au choix des artistes qui sont invités à ce festival? Vous connaissez le concept du festival, hein, c'est une imbrication des cultures, un métissage des styles, avec ce mariage de la musique caribéenne et de la musique classique, dite musique savante avec la musique traditionnelle. Et Dieu sait si ça fonctionne, vraiment. Alors, au bout de 4 éditions, vous parliez du public, on peut dire que le festival s'est construit désormais son public?
Ah, je le pense. Il y a des gens qui réservent d'année en année et qui bloquent cette période qu'ils attendent. Alors, il y a eu un petit changement de 15 jours par rapport à l'année dernière, mais le public est là. Alors, vous avez décidé vous avez eu l'idée de créer ce festival musicien en Guadeloupe après un récital donné en Guadeloupe en 2010. 2012, donc, la création... C'était 2008 où j'étais invitée par José Toribio, d'ailleurs, à la médiathèque du Lamentin. C'est donc le fils du père, c'est ça? José Toribio, le fils de René Toribio, voilà, sa mère, qui a donné son nom au centre thermal. 2012 voit donc la naissance du festival musicien en Guadeloupe. Musicienne en Martinique a été lancée récemment. 2017, certainement, musicienne en Guyane. Quels sont les relais, on en parlait, pour l'organisation, pour la mise en place de ces rendez-vous sur ces différents territoires? Relais, qu'entendez-vous par là? Les relais, les mains, les gens qui vous accompagnent dans la mise en place de ces rendez-vous en territoire. La mise en place, elle est d'abord logistique et financière, parce que ce sont... des artistes qui viennent de l'Hexagone. Le but étant que ces artistes caribéennes ou sud-américaines, parce qu'en Guyane, j'ai compris qu'il fallait dire sud-américaines, prennent par la main les artistes internationaux. Et même vivant sur la même île, même se connaissant de nom, elles ne sont pas forcément habituées à chanter ensemble et à concerter ensemble. Concerter dans le terme latin du terme qui veut dire lutter avec, alors lutter avec soi. Et quand je parle de communion, c'est ça. Je veux être une femme qui crée ce lianage entre les artistes de ces continents et de toutes ces îles. Alors justement, cette édition 2016 de Musicienne en Guadeloupe rend hommage à Tania León. C'est une chef d'orchestre et compositrice cubaine. Pourquoi le choix de cette musicienne contemporaine? Mais parce que depuis le début du festival, et à Ouessant aussi, puisque donc ça a été le prolongement du festival musicienne à Ouessant, dont l'appellation légendaire est l'île aux femmes, donc avec la femme potomitan ici, il y avait une belle résonance. Jusqu'à présent, c'est vrai, j'ai exhumé des silences de l'histoire, des compositrices qui ont composé pour les tiroirs ou les bibliothèques par rapport à la bienséance bourgeoise culturelle de l'époque, où il n'était pas de mise qu'une femme publie, c'était pas bien vu du tout. Là, pourquoi pas une compositrice contemporaine? Bien évidemment, elle est née en 1943 à La Havane, elle s'est exilée après en 1967 où elle a été élève de Leonard Bernstein, puis un peu plus tard, elle a créé et dirigé le théâtre de danse à Harlem. Et puis après, elle a été l'assistante de Kurt Masur à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Voilà, c'est une femme chef d'orchestre-compositrice qui en 2008 a été nommée ambassadeur culturel des États-Unis à Madrid et dont, à l'intérieur de chaque concert, est jouée une œuvre de cette compositrice. Et on parlait du travail de l'imbrication des instruments classiques dits savants avec la musique caribéenne. Demain, chez Madame Simone Schwarzbart, à 17h, à la Souvenance, nous en aurons l'illustration parfaite, puisque c'est un quintet avant féminin qui jouera avec un orchestre de style pan, qui s'est spécifiquement créé pour le festival. Et il y aura l'interprétation d'une œuvre qui s'appelle Tumbao, réécrite pour les besoins, Tumbao, donc tambour. Donc c'est l'identité même culturelle de la Guadeloupe. On donnera quelques dates et quelques lieux concernant le programme. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur les échanges, puisqu'en fait, il n'y aura pas que les concerts. Vous avez organisé un certain nombre de rencontres avec des lycéens, avec des collégiens, spécifiquement des établissements classés ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Pourquoi ce choix-là ? Ah ben, ça me semble indispensable de porter la musique en des lieux où bien souvent les enfants n'ont même pas vu de près un instrument classique. Leur faire sentir, il ne s'agit pas de donner des cours didactiques à des enfants, mais de leur ou trop savants justement, mais de leur faire toucher avant tout du doigt que passion, plaisir, rigueur sont les maîtres mots qui font qu'on peut imaginer, se réaliser, quelle que soit la voie dans laquelle on s'engage. C'est ça. La musique est une école de vie. C'est ce message-là que l'on porte dans les écoles. Alors bien sûr, avec plaisir, tout ce que vous voulez. Mais quand même, le maître mot d'un musicien classique ou dès que des artistes décident de jouer ensemble, c'est le travail et la rigueur.
On vous invite, public, à venir assister à ces concerts. On parlait de la Maison des Illustres à la Souvenance chez Madame Schwarzbach à Goyave. Le rendez-vous, c'est demain soir. Ce soir, il y a un rendez-vous à 20h. C'est aux Abîmes, c'est au centre Sonis. Avec un magnifique guitariste à Tawal Paferli, vraiment. Autre rendez-vous à Sonis, ce sera le 24 mai et le 25, ce sera à Basse-Terre, en l'église Notre-Dame du Mont-Carmel. Musicienne en Guadeloupe.com. Pour le programme complet. Merci beaucoup, Lydia, d'avoir été notre invitée pour nous parler de cette 5e édition de Musicienne en Guadeloupe. On poursuit notre journal avec toujours la culture. On va vous inviter à une nuit au musée. C'est une expérience singulière à laquelle vous convient les responsables des musées de l'archipel. Ce sera ce soir à partir de 18h et même jusqu'à minuit pour certains établissements. Johan Charpentier-Titi est allé au musée Saint-John-Perse de Pointe-à-Pitre s'informer du programme de ce soir. Visiter le musée Saint-John-Perse la nuit à la lumière d'une lampe torche, voilà qui sera possible de 20h à minuit à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Une expérience inhabituelle qui promet de mettre en éveil vos sens. Habituellement, on traverse un espace en jetant un rapide coup d'œil souvent. Et là, finalement, on devient un peu inspecteur d'un lieu et on prend beaucoup plus de temps à la découverte puisqu'on ne voit pas vraiment ce qui nous entoure. On a tendance à s'arrêter beaucoup plus sur les détails. Et donc, on visite par petits groupes, que ce soit des amis, en famille ou même seul, pourquoi pas, avec une lampe torche. Et c'est quelque chose de plus intime avec les lieux, surtout dans une vieille bâtisse comme celle-ci. Donc, ça fait un petit peu maison hantée pour certaines personnes. En amont, le musée sera investi par des collégiens qui ont travaillé cette année sur les 40 ans de l'éruption de la Soufrière. Ils vont présenter leur travail d'une année scolaire finalement, que ce soit le compte-rendu de leur visite au centre de vulcanologie. Ils ont fait une maquette, ils vont nous expliquer donc en fait cette éruption très particulière qui a eu lieu à la Soufrière de Guadeloupe. Ils vont nous parler de l'œuvre, ils ont fait une exposition de leurs travaux en art plastique sur la thématique de la Soufrière. La Nuit européenne des musées permet notamment de doper leur fréquentation et le musée pointois entend bien en profiter grâce aux aménagements horaires mis en place pour la manifestation. Ça permet surtout aux résidents guadeloupéens de pouvoir venir parce qu'en semaine, nous sommes ouverts de 9h à 17h, donc soit des horaires scolaires, soit des horaires de travail classiques. Donc en fait, les événements nocturnes ou en tout cas le week-end permettent effectivement aux résidents de venir en plus grand nombre et de façon plus calme en famille. Ces soirées-là, on reçoit souvent 300 personnes au fil de la soirée, donc ce sont des jolis événements. Les visites pourront être effectuées seules ou à l'aide d'un guide. L'accès au musée, lui, sera gratuit pour l'occasion. Accès gratuit également au parc des Roches Gravées à Trois-Rivières où une visite comptée au flambeau est organisée entre 19h et 21h. Des slameurs et des tambouillés se mêleront aux visiteurs du musée Edgar Clair à Moule jusqu'à 23h30. Le plasticien François Piquet animera des ateliers de création au Fonds d'art contemporain qui se trouve à Beau-Soleil-Saint-Claude. C'est entre 19h et 22h. Et enfin, à l'habitation Murat à Marie-Galante à Grandbourg, c'est un spectacle de gros cas sous forme de ballet sur le thème de l'esclavage qui sera proposé aux visiteurs de 18 à 21h pour cette nuit au musée. Passons maintenant à la page des sports avec, pour commencer, du basket. En ce moment même, l'Étoile de l'Ouest, championne des Antilles et de la Guyane, dispute son premier match de la finale du championnat de France de National 3. Les Pointe-Noiriens sont opposés aux Azuréens du Le Canet, une rencontre qui se dispute à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Jusqu'à maintenant, aucune équipe antillaise n'a remporté le titre honorifique de champion de National 3. Ce sera peut-être le cas cette année pour l'Étoile de l'Ouest. Après la relégation de l'Étoile de Morne-à-l'Eau en promotion d'honneur régionale, Johan Charpentier-Titi est allé à la rencontre de certains supporters de ce club mythique, parmi lesquels Carmel Luissin, entraîneur historique de l'Étoile. L'Étoile de Morne-à-l'Eau est l'un des clubs phares du football guadeloupéen des 3 dernières décennies. Champion de division d'honneur pour la dernière fois il y a 10 ans, les Mornaliens évolueront à l'échelon inférieur la saison prochaine. Sous les yeux de l'entraîneur qui leur a apporté leur premier titre de champion en 1980, mais qui a avant tout l'Étoile dans le sang. Je suis l'Étoile depuis ma tendre enfance. Ça date de plus de 50 ans. Depuis
65 où j'ai joué à l'Étoile. À cette époque-là, j'ai marqué le but pour monter en division d'honneur. L'Étoile n'est jamais redescendue par rapport à son classement. Un observateur privilégié qui a connu les plus belles heures du football mornalien, capable d'en parler comme si c'était hier. Le plus beau match que j'ai assisté à l'Étoile, mais ce n'est pas en Guadeloupe, c'est bien à Jamaïque, l'année où nous avons gagné l'équipe de la Jamaïque 1-0. Je parle de Blanche, je parle d'Amoni, de Fer Amoni, Antoine Noyon, Boisval, des joueurs geôliers. Je parle de ces joueurs-là, tous ceux-là, même ceux que j'ai oubliés de nos cités, qui formaient une seule famille. Et sur le terrain qui se battait, on a vu à ce moment-là l'Étoile, le Mornalo, briller. D'autres, déçus, fustigent les critiques qui ont accompagné le passage de l'ancien international français, Jocelyn Angloma, sur le banc du club jusqu'à la saison dernière. Ah, il joue Angloma, il ne s'est pas formé son équipe, tout ça, il critiquait. Et à ce moment, le gars, il a laissé tomber. Et bien l'Étoile, voilà. Il reste sceptique quant au niveau actuel des joueurs par rapport aux glorieuses années de l'Étoile. Et qu'est-il là, ici? Tenez Elisa, les anciens, on va parler, les anciens. Vous êtes là, et Philippe Rosnel, tout ça, c'est mon idée qui a marqué, l'Étoile ne peut pas te descendre dans l'époque. Ouais, mais à l'aise, c'est le gars, il n'y a pas ouvert devant quand là, et là, il shoot en quand là, il n'y a pas shoot en l'air. 9 titres de champion et une présence ininterrompue de 30 ans au plus haut niveau, Mornalo devra se reconstruire en promotion d'honneur régionale si le club veut de nouveau tutoyer les étoiles. Toujours en football, cette fois, le CSM et la Gauloise qui vont tenter de sauver leur saison. Ce sera ce soir aux Abîmes. Les Mouliens et les Bastériens seront opposés à partir de 20h en finale du trophée mutuel Marc Gaillard, dénommé également Ligue Anti-Foot. Le vainqueur affrontera l'équipe qui aura remporté la finale martiniquaise qui se disputera mercredi prochain entre le club franciscain et le Golden Lion. Un point sur la météo pour aujourd'hui, pour clore cette édition. Du beau temps sur l'ensemble de l'archipel cet après-midi, hormis Capesterre-Belo et les hauteurs de Saint-Claude qui pourront connaître quelques averses. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. En fin d'après-midi, Caraïbes Hebdo suivi de Focus Caraïbes, votre magazine, présenté par Caroline Romney. Elle aura pour invité aujourd'hui Daniel Gims qui parlera de l'intégration régionale des îles du Nord. Je vous souhaite un bon appétit, passez une bonne journée sur Alizé Guadeloupe. On se retrouve ce soir 19h pour une nouvelle édition de notre journal concernant l'actualité locale et régionale.